Pour ce premier épisode de la 5e saison de Parlons de votre mental, nous recevons Anna Abravanel, une personnalité fascinante qui incarne la symbiose entre excellence sportive et accompagnement mental. Championne du monde 2024 de sauvetage sportif, elle conjugue sa carrière d'athlète de haut niveau avec ses études à Sciences Po Paris et son activité de préparatrice mentale sur la côte basque. Bonsoir Anna. Bonsoir, je suis ravie d'être ici, merci beaucoup. Écoute, c'est un plaisir que tu nous reçoives chez toi aujourd'hui, 2 janvier. C'est ça, exactement. Le premier épisode de cette saison 5 en direct. Les autres étant enregistrés en distanciel. J'aurais aimé savoir, du coup, je t'ai présenté. Est-ce que tu pourrais rajouter des choses à ta présentation? Du coup, effectivement, je suis championne du monde 2024 de sauvetage sportif et plus particulièrement en fait de l'épreuve des flags parce qu'il y a différentes épreuves dans le sauvetage sportif. Et par rapport du coup à mes études à Sciences Po, là je suis rentrée en master 1 marketing donc à Sciences Po à Paris. Et Et j'exerce du coup le métier de préparateur mental sur la côte basque depuis 2021 maintenant. Donc je suis surtout des athlètes pour les accompagner dans leur recherche de performance et de bien-être. première question qui me vient tout de suite, qui n'est pas du tout dans les questions. Comment tu fais pour arriver à concilier ces 3 activités qui sont quand même, je pense, très prenantes? C'est une très bonne question. Beaucoup d'organisation, beaucoup de flexibilité, beaucoup d'énergie aussi à passer à tout un petit peu tout cadrer, et cetera. Mais j'essaye de tout un peu gérer, programmer. C'est vraiment une question d'organisation, mais ça se fait plutôt bien. Est-ce que tu penses que le fait d'être athlète de haut niveau, Mmh. qui demande quand même beaucoup de sacrifices, de travail, d'entraînement, ça aide à mieux s'organiser dans les études? Je pense, pas forcément tout le temps ni pour tout le monde, mais en tout cas chez moi c'est le cas. Parce qu'avec la charge d'entraînement, les allers-retours à Paris, je suis obligée d'être bien organisée. Si je veux être performante, que ce soit en cours ou bien dans mes entraînements, je suis obligée d'avoir une bonne organisation. Donc oui, ma carrière en tant que sportive de haut niveau m'a complètement aidée à gérer mon organisation. On va commencer par le portrait chinois. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, c'est le warm-up du podcast, comme j'aime le dire. C'est comme dans le sport, il faut s'échauffer et ça va te mettre dans le bain, Très bien. si tu d'accord. Si tu étais un sport autre que le sauvetage sportif, lequel serais-tu et pourquoi? Je pense du coup le 100 mètres en sprint à l'athlé parce que ça fait partie d'une des épreuves du sauvetage que je fais sur le sable et je m'entraîne en fait, j'ai un peu une préparation d'athlète de 100 mètres avec la partie athlétisme, la partie muscu. Donc c'est vraiment très similaire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'épanouit énormément. Si tu étais un moment de la journée, lequel serait-il? Je pense que j'aurais dit le moment du sunset parce que j'adore voir le coucher de soleil. Je trouve que les couleurs sont magnifiques, que ce soit en hiver ou en été, c'est complètement différent et ça me plaît beaucoup. Donc du coup chez toi à Saint-Jean-de-Luz, Ouais, voilà, c'est ça. parce qu'à Paris c'est pas pareil. C'est vrai. Si tu étais un état d'esprit, lequel serais-tu? Positif pour aller de l'avant et toujours un peu voir qu'est-ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qu'on peut développer dans cette situation en fait, quelle qu'elle soit. Si tu étais une émotion, Mmh. J'ai envie de dire la joie parce que c'est une émotion que j'aime bien ressentir. c'est quand la dernière fois que tu as ressenti de la joie? Ouf, aujourd'hui. Tout le temps. Pour le podcast? Ouais, exactement. Si tu étais un super pouvoir mental, lequel serais-tu? Alors du coup, la télépathie, parce que ça me permettrait déjà de savoir ce que pense la personne et savoir si moi, ce que je ressens vis-à-vis de quelqu'un, ce que je suppose, c'est la réalité et pouvoir m'adapter à ça en fait. Si tu étais un obstacle à surmonter, lequel serais-tu? Euh, L'échec, je pense, parce que l'échec fait partie de la réussite. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter. Je pense que l'échec et la réussite, c'est deux faces d'une même pièce et que c'est quelque chose qui est nécessaire en fait à affronter et à dépasser pour progresser, pour réussir. On reviendra sur cette notion d'échec. Non, moi, comme tu sais, j'étais dans le sport aussi, et Mmh. très souvent, quand je discutais avec les entraîneurs à l'étranger, ils me disaient qu'ils considéraient que l'échec n'existait pas, mais qu'il y Ouais, avait que des complètement. expériences. Complètement, c'est ça. C'est tu vois en fait où t'en es à un point T de ta vie, de ta carrière. Donc il y a pas d'échec. Non.
L'échec, il me disait, c'est si tu arrêtes. Ouais, c'est vrai, complètement, ça abandonne. Si tu étais une victoire, laquelle serais-tu? Je pense celle des championnats du monde que j'ai gagné. Je me suis entraînée très dur et j'ai beaucoup persévéré. Ça a été une très belle réussite. Tu peux nous en dire quelques mots? Eh bien, déjà, c'est passé en Australie. Donc moi, j'ai fait plusieurs stages d'entraînement en Australie. Donc j'avais mon coach qui était là-bas, australien, au bord du terrain avec moi. Donc c'était assez spécial. Ça fait plusieurs années que vraiment je m'entraîne avec tous les matins en me levant cet objectif en tête, c'est que j'essaie de me dépasser constamment, de progresser, d'aller chercher partout tout ce que je peux pour m'améliorer, pour gagner ce titre. Donc ça a été une consécration de gagner ce titre de championne du monde, en plus en Australie, dans le pays de mon sport. Ok. Ah ok, c'est un sport qui Ouais. vient de là-bas. Donc du coup, tu as une équipe autour de toi. Ouais, complètement. C'est toi qui l'as choisi? Comment Ouais. tu fais? Je suis partie m'entraîner là-bas parce qu'on m'a invité, l'Australienne qui était championne du monde et championne d'Australie m'a invité à m'entraîner avec elle là-bas. C'est mon idole, donc évidemment le lendemain j'avais pris mes billets. Je suis partie là-bas 1 mois et demi et elle m'a un peu introduit dans les groupes d'entraînement et tout. Le coach, j'ai réussi à être invitée en fait avec une légende des Flags qui fait des coachings. Il faut être invité, donc c'est hyper compliqué. Il entraîne 4 personnes. Moi j'ai réussi à être invitée. C'est mon idole aussi, c'est mes 2 idoles, le coach et l'Australienne Ça là, s'appelle comment? Simon. Et donc j'ai fait mes entraînements avec lui. On s'est super bien entendu et quand je suis rentrée en France, il m'a écrit pour me dire qu'il voulait me coacher depuis l'Australie. Et donc on s'écrit presque tous les jours en fait. Donc je lui envoie des vidéos, on fait des débriefs et tout, c'est assez intéressant. Du coup, donc maintenant c'est mon entraîneur et quand je vais là-bas m'entraîner, j'ai une équipe aussi australienne en fait avec moi. Et en France, il y a quelque chose qui... Et en une fédé, France- tout ça ou Et pas en du tout? France, il y a carrément une fédé qui est très développée. Et moi, j'ai mes coachs, donc je suis au Biarritz Sauvetage Côtier. J'ai mon coach là-bas, John Desperges. J'ai Mathieu Boulanger qui est mon coach prépa physique, affilié avec le club de Biarritz. Et je m'entraîne à la piste d'athlé avec Bérangère Cardona qui est ma coach d'athlétisme et qui entraîne au club d'athlétisme de Saint-Jean-de-Luz là-bas. Ouais, parce que du coup, c'est un sport qu'on connaît pas trop. Ouais, complètement. Parce que c'était bien de préciser un petit peu d'où ça vient, comment ça se passe. Si tu étais un lieu pour te ressourcer, lequel choisirais-tu? La plage. Laquelle? N'importe quelle plage. En Australie ou ici? Les deux me vont. Les deux? Ouais. C'est quoi la différence entre les deux? Ça dépend déjà quelle plage ici, parce qu'il y a des plages, elles sont différentes. Que ce soit Saint-Jean, Biarritz ou Hossegor, c'est pas la même chose. Et c'est pareil, sur la Gold Coast, ça va être différent aussi d'ailleurs en Australie. Si tu étais un conseil à donner, et ça sera notre dernière question du portrait chinois. Persévérer. Persévérer, pas abandonner et apprendre des situations. Merci beaucoup pour ce portrait chinois. On va revenir sur ton parcours. Mhm. Déjà, qu'est-ce qui t'inspire ton parcours entre le sport de haut niveau, Sciences Po et la préparation mentale? Du coup, j'utiliserai encore ce mot persévérance. Ça m'inspire de la persévérance, du travail et aussi l'entourage en fait, le fait que je sois super bien entourée et que les personnes qui m'entourent m'aident à accomplir mes rêves et à travailler dur tous les jours avec, les jours sans, pour continuellement en fait progresser, m'améliorer et réaliser mes rêves. Tes parents, ils ont une incidence positive dans tout ce que tu réalises? Complètement. Ouais. Si mes parents n'étaient pas là et m'aidaient comme ils le font, ne m'aidaient pas du coup comme ils le font, j'en serais jamais là aujourd'hui. Que ce soit en fait mes parents ou ma famille, et encore plus ma mère qui est vraiment hyper impliquée dans mon projet. Toute ma famille est impliquée, mais particulièrement ma mère, qui va par exemple venir avec moi sur certains entraînements. Je pense notamment par exemple aux séances, j'ai des séances en côte à faire, de sprint en côte avec des temps, etc. J'ai du mal à faire toute seule et elle vient, elle m'aide, elle me filme. Par exemple pour mes séances où mon coach me filme, mon coach australien on communique et j'ai besoin des vidéos pour lui envoyer, qu'il me fasse un débrief. Donc là ma mère est là, elle me prend toutes les vidéos. Donc on parle de plusieurs séances par semaine, toutes les semaines. Et elle m'aide énormément dans mon quotidien pour que je sois la plus performante sportive. Non. Alors, comment as-tu rendu possible l'impossible en devenant champion du monde tout en poursuivant tes études? C'est une question qui est difficile à répondre là comme ça. J'irais... En fait, ça revient un peu toujours à la même chose. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Beaucoup de persévérance parce que j'ai eu énormément d'échecs. J'ai eu énormément de choses que j'aurais aimé réussir, que j'ai pas réussi.
de moments où j'ai failli abandonner, j'ai failli arrêter parce que j'en avais marre, c'était trop dur. Donc beaucoup de persévérance et puis croire en soi dans le sens où ouais, moi en fait j'ai envie d'aller là-haut et c'est impossible, mais c'est pas grave, je vais me donner les moyens d'y aller et tous les jours je vais faire quelque chose qui va m'aider à y aller, je vais me dépasser, je vais me progresser chaque jour. Et en fait, c'est ce que disait Kobe Bryant où tous les soirs tu te dis est-ce que en fait j'ai progressé, est-ce que je me suis améliorée? Et si tu fais ça un jour, 2 jours, une semaine, plusieurs mois, plusieurs années, au bout de 5 ans, 10 ans, en fait, t'es une autre personne, quoi. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit, ouais, moi, mon rêve, c'est d'être championne du monde. Donc ça, je disais depuis que j'ai 10 ans, sans vraiment, voilà, c'est un peu un truc comme ceux qui disent, j'ai envie de faire les jeux, quoi. C'est bon. Et puis, j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête. Puis tous les jours, j'essaie de me dépasser, de progresser dans tous les facteurs de la performance. Et en fait, tu fais juste ce que tu sais faire, ce que tu fais tous les jours à l'entraînement, et un jour, tu gagnes et t'es championne du monde, quoi. Voilà. Alors, on va parler du coup du mot mental, hein, Ouais. la dimension mentale. En tant qu'athlète et coach, Ouais. qu'est-ce que le mental pour toi? C'est un mot qui va regrouper toutes les habiletés liées au mental. C'est un peu vague. Pour moi, c'est la capacité de d'être dans une situation et de gérer cette situation de la meilleure des manières possibles. Ça peut être gérer ses émotions, gérer ses peurs, gérer son stress, gérer sa concentration, oser faire quelque chose en ayant confiance en soi, persévérer, gérer l'échec, gérer la blessure. En fait, c'est vraiment un truc super vaste, quoi, mais hyper important. Enfin, c'est essentiel pour moi, en fait. Et c'est aussi pour ça que je suis partie puiser un peu dans ce facteur-là mental pour essayer de progresser sur le terrain. À la base, du coup, c'est pour toi. Comment ? À la base, c'est pour toi. Complètement. En fait, à la base, donc moi, je me suis toujours intéressée à la partie mentale en lisant des livres et des trucs sur Internet. Je sais pas comment, un jour, j'ai reçu sur ma boîte mail un truc de formation de prépa mentale. J'ai ouvert le truc, j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit, pourquoi pas en fait, ça pourrait tellement m'apporter. Je me suis lancée dans l'aventure, voilà, en sachant qu'en parallèle, j'étais en première année du coup de mon bachelor à Sciences Po à Paris. Et c'était une semaine une semaine par mois à Bordeaux. Et du coup, je me suis lancée dans cette aventure pendant à peu près une année. Enfin, c'était de septembre à juin. Et ça m'a vachement appris. Il y a eu vraiment un avant-après. Il y a des gens qui sont venus me voir en compète et qui m'ont dit « Waouh, qu'est-ce que t'as fait ?» Tellement il y avait eu un changement. Et en fait, j'ai passé mes examens, j'ai validé mes examens et il me manquait mes 100 heures de stage pour avoir mon diplôme. J'ai fait mes 100 heures de stage avec des athlètes et j'ai absolument adoré faire mon stage. J'ai adoré parce que je me suis rendu compte qu'en fait, entre ce que j'avais appris dans la formation et moi, ce que j'avais développé comme compétence en tant que sportif de haut niveau, je pouvais vraiment aider des athlètes et que ça leur apportait, ça m'apportait, c'est un truc qui m'épanouissait. Donc j'ai lancé ma petite entreprise, du coup Final Step Coaching, qui est moi coachant, faisant de la préparation mentale. C'est comme ça que ça a commencé. Mais à la base, j'ai pas du tout fait cette formation pour être coach mental, en fait. Ouais, on suit. Alors, comment ton expérience du haut niveau influence ta vision de quelque chose qu'on entend souvent, avoir un bon mental? Mais ça revient un peu à ce que j'ai dit, qu'est-ce que le mental, en fait? Pour moi, avoir un bon mental, tu n'es pas avec un bon mental, en fait. C'est comme si je te dis, tu n'es pas et tu nages super vite. Pour moi, c'est quelque chose qui se travaille, en fait, comme tout. C'est pas un truc que tu peux pas travailler dessus, non, c'est pas vrai. Quelqu'un qui a pas confiance en lui, s'il travaille, il peut avoir confiance en lui. Quelqu'un qui sait pas gérer ses émotions, s'il travaille, il peut apprendre à gérer ses émotions. C'est des choses qui se travaillent, qui se développent, d'où les préparateurs mentaux, du coup, qui sont là pour vous aider à travailler sur certaines habiletés liées au mental. Donc pour moi, avoir un bon mental, c'est comme avoir un bon physique. C'est quelqu'un qui s'entraîne. Alors j'en sais rien, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de courir un marathon ou quelqu'un qui est capable de courir le 100 mètres en 10 secondes? Ça dépend de sa définition, qu'est-ce qu'un bon physique. Mais un bon mental, c'est quelqu'un qui l'a travaillé et c'est quelqu'un qui, dans une situation donnée, va pouvoir s'appuyer sur son côté mental pour être performant, pour être bien dans la situation, pour s'adapter. En quoi consiste ta préparation mentale personnelle et celle que tu proposes à tes potentiels Donc athlètes? moi, celle que je suis et celle que je propose à des athlètes. Alors moi, j'ai un prépa mental, mais on va dire que c'est pas un vrai suivi. C'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup par message, par vocaux.
C'est quelqu'un que je peux appeler quand j'ai besoin. Par exemple, pendant les championnats du monde, à un moment, j'ai eu besoin de l'appeler pour échanger sur quelque chose pour qu'il m'aide. Donc ça va être un peu informel. C'est pas vraiment des séances, etc. Là, par exemple, à la fin de la saison, je lui ai dit, écoute, pour la saison prochaine, j'aimerais bosser sur ça, ça, ça. Il m'a dit, ok, alors on va faire comme ça. Donc voilà, c'est un peu informel. Après, ce que je propose aux athlètes, en fait, je m'adapte à leurs problématiques, leurs besoins, et moi, ce que je vois dans leur profil. Et je fais une programmation comme ça. Comment l'enthousiasme a-t-il joué un rôle dans ton propre parcours? Je pense que c'est bien aussi. Tu sais, j'aime bien cette citation de ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'aime bien cette citation dans le sens où tu rêves un peu comme un enfant, tu sais pas que c'est pas possible, c'est difficile et juste tu te donnes pas de limite en fait. Tu te donnes pas de limite, t'es enthousiaste dans ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais, tu prends du plaisir et tu regardes où est-ce que ça peut te mener en met tout en œuvre pour aller le plus loin possible. Tu parlais avec toi de confiance en soi, Mhm. de droit à l'erreur. Comment as-tu construit ta confiance en toi en tant que sportif de haut niveau? C'est une très bonne question. Je pense déjà par le travail. Il y a un moment où tu travailles tellement que tu sais que tu as les capacités en fait. La question ne se pose même pas. Tu peux répéter la question? Comment tu as construit ta confiance en toi en tant que sportif de haut niveau? Alors, tu parles en tant Attends, j'ai pas En tant que compris. sportif de haut niveau? Donc sur le terrain? En tant que sportif, ça peut être en compète, à l'entraînement. Euh, Donc je pense déjà par le travail, parce que comme je disais, il y a un moment où tu travailles tellement qu'en fait, les capacités, tu les as, tu sais que tu as fourni le travail, donc en fait, tu te poses pas de questions, t'y vas, quoi. Et puis je pense en apprenant en fait des situations. Donc quand tu fais une erreur, pourquoi t'as fait cette erreur et qu'est-ce que tu peux faire pour pas la reproduire? En essayant de progresser, de bien t'entourer, et puis de dépasser dépasser tes peurs, dépasser tes limites, ces frontières que tu te mets. Et je pense que c'est aussi comme ça que tu prends confiance, en osant faire des choses, en osant passer à l'action, en osant ce que tu n'aurais pas osé hier. Je pense que c'est comme ça que ça se construit aussi. Tu parles d'échecs Ouais. ou des échecs. Comment tu gères les échecs dans ta pratique du sauvetage sportif? Avant, je les gérais pas très bien, pour être honnête. Mais je les gérais pas bien, mais en même temps, je les gérais bien dans le sens où ça me frustrait tellement et c'était tellement un sentiment que je détestais avoir qu'en fait, derrière, je faisais tellement tout pour que ça se reproduise pas que généralement, j'avais un échec, mais en fait, derrière, j'avais une réussite encore plus grande, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je l'utilisais comme un tremplin, donc je la gérais bien après coup, mais je la gérais pas bien sur le moment. Aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup progressé sur le sujet et que je gère beaucoup mieux mes échecs parce qu'aussi, je les vois moins comme des échecs. Dans le sens où j'essaye vachement de me concentrer sur ce que je contrôle, sur ce que je maîtrise, des points bien définis. Et en fait, ouais, je vais pas réussir une course, mais en fait, j'ai réussi d'autres choses. Donc, c'est plus trop un échec, comme je l'aurais vu avant. Aujourd'hui, j'essaye vraiment c'est-à-dire que je me sers de mes échecs, par exemple, ok, en fait, où j'en suis aujourd'hui. C'est pas juste, j'ai pas réussi, je suis nulle. Non, c'est plus, ok, en fait, j'en suis là aujourd'hui, il faut que je continue à travailler sur ça, ça, ça. Et généralement, mes échecs vraiment me servent pour aller plus haut. Donc, si j'avais pas eu tous les échecs que j'ai eus vraiment avant, j'aurais jamais été championne du monde. Mais jamais. Jamais. Et quand je suis partie en Australie la première fois, parce que là-bas, le niveau est vraiment super élevé, je peux te dire que j'en ai eu des échecs et je m'en suis prise des claques. Et ça m'a fait mal. Mais je m'en suis toujours servi pour progresser, pour m'améliorer. Et j'ai toujours appris de ces situations. Et c'est ça qui m'a permis, en septembre, de gagner. J'aurais jamais gagné sinon. Alors maintenant, en tant que préparatrice mentale, comment aides-tu les athlètes ou les équipes à surmonter leurs échecs? Je pense que ça va dans la continuité un petit peu, parce que du coup, ce que je mets en place moi, je le mets aussi en place avec mes athlètes. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur des choses qu'ils contrôlent, des choses qu'ils maîtrisent. Parce que j'en sais rien, si tu veux gagner une compète, mais qu'en fait, tu maîtrises pas le juge, tu maîtrises pas les adversaires, tu maîtrises pas la météo, donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte qui font que tu gagnes pas le jour J, mais en fait, t'étais le meilleur. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur qu'est-ce qu'ils contrôlent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire,
qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour arriver prêt. Donc on va vraiment travailler sur cet aspect-là en fait et se détacher de la performance. T'as ton objectif, c'est ça, c'est défini, c'est clair, il est précis, il est smart, il est tout ce que tu veux, c'est parfait. On le met de côté et maintenant on se concentre sur ce que tu maîtrises, sur ce que tu contrôles, sur toi en fait. On va vraiment se détacher de cet aspect performance qu'on contrôle pas à 100%. Alors j'aime bien aborder le regard des autres. Ouais. Comment est-ce que toi tu gères le regard des autres en tant que jeune championne? Quand j'étais plus jeune, c'était assez compliqué. Mais j'ai beaucoup progressé sur cet aspect-là. Pareil, j'essaye de me détacher, je pense, des opinions, du regard, des jugements, et vraiment de me concentrer sur qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je dois faire pour ce qui est important pour moi. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Je sais pas, par exemple, d'être championne du monde. Ok, qu'est-ce que je dois faire pour être championne du monde? Bah, je dois faire attention à mon alimentation, je dois m'entraîner 2 fois par jour, je dois faire de la récup. Et j'essaye vraiment de me concentrer sur, un peu sur le chemin, quoi. Et de voir, voilà, je m'arrêterai là. Donc du coup, tu as travaillé sur ce regard des autres. Ouais, complètement. Au début, c'était quand il y a eu le Covid, je me souviens, ça m'a marqué parce que j'étais partie. Donc on était en confinement, j'étais partie promener le chien avec ma mère, ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'était pas allé en cours. Et j'ai rencontré sur le chemin une des personnes qui était en classe avec moi. Et j'ai été tellement mal à l'aise que j'ai même pas réussi à lui dire bonjour. C'est pour te dire que je pars de loin. Et que j'étais pas à l'aise avec les gens, j'étais pas à l'aise avec le regard des autres et tout ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Je me suis beaucoup remise en question. J'ai beaucoup lu, fait des choses en fait comme cette formation de prépa mentale qui m'a énormément aidée. Et en fait, petit à petit, j'ai pris confiance en moi et je me suis rendu compte que, en fait, ce qui était important, c'est de faire ce que toi tu aimes, ce qui te plaît. Parce que dans tous les cas, le regard des autres, il sera là quoi que tu fasses en fait. Mais autant qu'il soit là en faisant quelque chose que t'aimes, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner des athlètes Mmh. qui doivent faire face au scepticisme de leur entourage? Ouais. J'ai une jeune que je suis qui est pas du tout soutenue par ses parents. Et c'est très, 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 très compliqué du coup chez elle, etc. Donc on bosse beaucoup là-dessus, on échange énormément, ouais. Mais qu'est-ce que tu l'invites à faire du coup pour dépasser ça? Alors ça dépend je peux pas te dire exactement, c'est beaucoup de séances et ça dépend exactement de elle, ce qu'elle veut faire, de où elle en est aujourd'hui, de qu'est-ce qui se passe autour d'elle. C'est de l'adaptation et de la flexibilité, je peux pas te dire un truc comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais poser globalement, par exemple, à des athlètes qui finalement doivent faire, nourrir leurs rêves, tout Ouais. en s'affranchissant d'un entourage qui ne les pousse pas vers ce rêve? Réfléchir à, en fait, qu'est-ce qui est important pour eux, quel est leur rêve, qu'est-ce qui leur donne des étoiles dans les yeux. Et une fois que tu as défini ça, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver, en fait, qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver, et puis suivre ce chemin, quoi, et croire en eux. Est-ce que tu as des techniques qui t'aident à rester positive en compète? Tu veux dire tout le long de la compète pendant la course ou tu veux dire après, en mode feedback? De toute façon, une compète, on dit toujours que la compète commence avant la compète. Mmh. Donc au final, il y a l'avant, le pendant et l'après. Donc est-ce que tu as quelque chose qui te guide pour toujours garder, quels que soient les aléas, Ouais. une attitude positive? J'utilise beaucoup la respiration, moi. Je me fixe beaucoup sur la respiration. Quand je sens que je commence à partir sur le passé, sur le futur, sur des pensées qui me gênent ou ce genre de choses, je me remets toujours, je me recentre en fait sur ma respiration, sur le moment présent, sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je sais faire. Je me remémore de tout le travail en fait qui a été fait et pourquoi je suis là en fait. Qu'est-ce que je fais là? Ouais, je suis là pour une raison et je suis pas là par hasard en fait. Je suis là parce que j'ai bossé, je suis là parce que j'ai fait telle perf, je suis là parce que voilà, il y a quelque chose derrière en fait. C'est pas je suis tombée du ciel, quoi. La détermination, c'est souvent un facteur clé. Ma mère m'a toujours dit que celui qui gagnait sur le terrain, c'était celui qui avait le plus faim. J'ai souvent très faim. Je sais pas s'il y a un lien de causalité, mais ouais. Tu vois, il y a certains athlètes, tu les vois quand ils rentrent sur le terrain, ils sont déterminés. Tu sais que eux, pour être devant ou quoi, ils vont pas abandonner comme ça.
déjà mentalement, ils ont pas gagné la partie, mais ils ont un avantage, quoi. Et tu vois qu'il y en a, ils ont ce truc, tu vois, dans leurs yeux, en fait. Et ouais, je pense que la détermination, c'est important parce qu'il y a des moments où c'est difficile, où t'as pas envie d'aller t'entraîner, où t'es fatigué, où t'as mal, etc. Et je pense que ce facteur de détermination, ça te permet d'aller pousser plus loin, en fait, d'aller chercher ces ressources un peu internes qui vont t'aider à te dépasser, quoi. On arrive sur la fin de l'interview. Ok. Donc j'ai encore 2-3 questions à te poser quand même. Est-ce que tu as des petits secrets à nous donner pour avoir transformé finalement ton rêve en réalité, c'est-à-dire devenir déjà championne du monde 2024? Je pense qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette magique. Je suis désolée, j'aimerais bien vous en donner. Mais sincèrement, c'est comme tout, ça passe par le travail, ça passe par la persévérance, par du temps. Moi, j'essaye vraiment d'agir sur tous les facteurs de la performance, sur ma récupération, mon alimentation, mon entourage. Il n'y a pas que l'entraînement, en fait. J'essaye vraiment d'activer le plus de leviers possible pour avoir ces petits pourcentages en plus. C'est vraiment une quête perpétuelle de ok, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour progresser. Donc là, par exemple, j'essaye de méditer tous les jours, j'essaye de faire du yoga, et là je suis allée voir pour faire de l'acupuncture, donc j'essaye de nouveaux trucs, en fait, comme j'ai fait avec la partie mentale. Et je pense que c'est toutes ces petites choses, toutes ces petites actions qui, mises bout à bout, au bout d'une dizaine d'années, font que en fait, ouais, t'es là, quoi. Parce que tous les jours, tu fais quelque chose pour progresser, tu fais quelque chose pour t'améliorer. Forcément, accumuler en termes d'années, ça fait la différence, quoi. Oui, finalement, tu testes et Ouais, c'est ça. tu testes, tu vois ce qui marche pour toi. Ouais. Quoi. Mais c'est pas juste, je vais m'entraîner 2 fois par jour et voilà. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est un job de 24 heures sur 24. C'est comme en marketing, c'est test and learn. Ouais, c'est ça. Presque de l'obsession au final, hein. À chercher comment être la meilleure version de toi-même constamment et t'y réfléchis tout le temps, toute ta journée un peu tournée autour de ça, entre guillemets. Quel message souhaiterais-tu transmettre aux auditeurs et aux auditrices du podcast qui doutent de leur potentiel? J'ai envie de dire, rêvez grand, en fait. N'ayez pas peur. Au pire, quoi? Au pire, vous tombez, vous vous relevez, vous apprenez, vous allez plus haut. Donc vraiment, rêvez grand. Et j'ajouterais, donnez-vous les moyens de rêver grand. C'est-à-dire qu'un rêve, ça reste un rêve, mais à partir du moment où tu mets des actions en place pour progresser, t'améliorer, ça se concrétise petit à petit. Donc rêvez grand, donnez-vous du temps et travaillez dur. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. J'ai mis sur mon site de préparation mentale. Justement, je suis allé la chercher. Ok. Et justement, pourquoi celle-ci et qu'est-ce qu'elle t'évoque? La porte du succès ne s'ouvre que de l'intérieur, parce que le changement, ça vient d'ici, pas de l'extérieur, et c'est de l'intérieur vers l'extérieur, en fait. Donc tu changes et ça va changer ce qui est autour de toi. Ça commence par ce que tu penses, en fait. Ce que tu penses, puis après ce que tu vas faire, les habitudes que tu as, ce que tu vas mettre en place. Et derrière, il y a tout qui va changer, qui va évoluer. Donc, si tu veux réussir, ça commence déjà par qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais quotidiennement, en fait. Je pense que ça passe par là. Merci beaucoup, Anna. Plaisir. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres compétitions à venir? Je pars faire le championnat d'Australie je crois que c'est en début avril. En championnat. Trop cool. Trop bien. Est-ce que tu veux rajouter des choses ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi. À moins qu'il y ait des choses à rajouter pour toi. Ça, t'as dit trop bêtises. Non, mais moi j'ai une question. Vas-y, c'est quoi tes prochains objectifs? Gagner les championnats d'Australie. Et puis, continuer à gagner le championnat du monde. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à me contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale. Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter. Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors, gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.